Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de recevoir notre invitée d'aujourd'hui, Ève Ricard, d'une part car son parcours atteste non seulement d'une exigence intérieure et d'une discipline de l'esprit rare pour faire face à la maladie de Parkinson, maladie qui l'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant, et d'autre part, si nous sommes heureux également de l'accueillir, c'est car son parcours témoigne de cette force de vie et d'amour que nous occultons trop souvent et qui pourtant se trouve en chacun de nous. Ainsi, cette expérience vous bouleversera, non tant pour la maladie que nous évoquerons, mais plutôt pour ce face-à-face de l'auteur avec elle-même et avec les autres, un face-à-face qui nous concerne tous, puisque ce voyage qui retrace le parcours d'un être vers son intimité éclairera d'un jour nouveau, du moins je l'espère, chaque existence. Ève Ricard, bonjour. Bonjour. Alors, deux mots sur votre métier, puisque ce n'est pas le sujet de l'émission. Vous êtes orthophoniste. Oui, Vous travaillez avec des enfants souvent dits en difficulté. particulièrement, oui. Voilà. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même dire deux mots sur votre famille, puisque Ricard est un nom connu quand même pour tous ceux qui s'intéressent au bouddhisme, car vous êtes en effet la sœur de Matthieu Ricard, qui est le moine occidental le plus connu dans nos pays, notamment car il est le traducteur du Dalai Lama et aussi pour les livres qu'il publie régulièrement et qui ont toujours beaucoup d'impact ici. Et enfin, encore deux mots sur vos parents. Votre mère, Yann Le Toumelin, est une nonne dans la tradition tibétaine, artiste peintre, et votre père, Jean-François Revel, est l'écrivain, l'essayiste, le philosophe, le romancier et surtout l'académicien aussi que nous connaissons tous. Vous venez de publier un livre émouvant, profond, drôle, en même temps, poétique, plein d'humour, Parkinson Blues. Et vous dites à propos de cette maladie donc, qui vous squatte maintenant depuis plus de 10 ans, qu'elle vous squatte certes, mais que c'est pas, elle vous habite pas totalement. Ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est que quand la maladie n'habite pas, habite une partie de mon corps, mais j'ai une maladie, mais je ne suis pas cette maladie. Voilà. Et vous dites bien d'ailleurs que vous ne dépendez pas non plus complètement de cette maladie. Je ne dépends pas d'elle, elle n'a pas de pouvoir sur moi, je lui laisse un territoire très délimité. Et en fait, depuis que je suis malade, la maladie n'a pas du tout évolué. Je ne suis pas parkinsonienne, j'ai la maladie de Parkinson. Oui, ce qui est une grosse différence. Et qui est très différent. Et cette notion de parkinsonien, je voulais me départir de cette définition. C'est pas un costume, c'est pas. On est des êtres, on reste des êtres. Et on a une maladie, mais on n'est pas la maladie. Alors, cette maladie de Parkinson, en général, au bout de 10 ans environ, c'est une maladie qui a des conséquences beaucoup plus lourdes que celles que vous vivez actuellement. Alors, d'abord, quelle est cette maladie, si vous pouvez le rappeler, et pourquoi le cap des 10 ans est si important? Bon, c'est une maladie qui atteint une partie du cerveau qui crée la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui permet le geste. Et donc, cette maladie est évolutive, dégénérative, et elle ne se soigne pas. Donc, à partir en principe du cap des 10 ans, la maladie est toujours là, à évoluer. Et en plus, les médicaments donnent des mouvements, enfin, les quantités de médicaments sont telles qu'on a des effets secondaires qui sont très importants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus donc, sur votre traitement, sur la manière dont vous fonctionnez par rapport à la maladie et par rapport au traitement? Dès lors où j'ai su que j'étais malade, j'ai fait un travail un travail sur l'esprit, voilà. Je pense que j'ai développé des circuits parallèles et qu'il y a quelque chose qui a pris le relais.
parce que je n'ai absolument pas augmenté les doses de médicaments et ma maladie n'a pas évolué. Donc je ne prends pas le médicament typique qui est la L-Dopa. Oui. Je prends des médicaments plus doux et moins forts. Ce qui fait qu'avec l'avancée de la médecine, je gagne du temps sur la découverte un jour d'un traitement et des causes, parce qu'on ne connaît pas les causes de la maladie. Par ailleurs, pour vous, c'était important de témoigner ou en tous les cas de dire cette expérience que vous aviez par rapport à cette maladie maintenant, donc après que le cap des 10 ans soit franchi. Je crois que c'est aussi un formidable message d'espoir pour beaucoup de gens, quels que soient les troubles qu'ils peuvent rencontrer dans cette maladie ou dans d'autres maladies d'ailleurs. Oui, en fait, j'ai écrit ce livre, c'était dans l'attente de ces 10 ans, pour passer ce cap de ces 10 ans. J'ai voulu mettre des mots, déposer un peu tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais ouvert comme porte, parce que si la maladie ferme une porte, elle en a ouvert infiniment d'autres. Alors, un travail très important sur l'esprit, c'est un travail qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme, et c'est par exemple toutes ces visualisations de votre maladie en référence à des fleurs. Il faut nous raconter ça, parce que c'est très joli en plus. Un jour, je me suis dit, où est ma partie malade dans mon cerveau? Oui, alors je me suis assise, j'ai touché, j'ai palpé ma tête, et puis je me suis mis à parler à mes cellules. J'aurais dit, où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et tout d'un coup, j'ai vu tout un champ de pâquerettes éclore dans ma tête, et pas une n'était fanée. Et pour moi, ça a été ça a déclenché, j'ai dit merci petite cellule, et ça a déclenché vraiment, c'était un message d'amour et d'espoir que finalement mes cellules étaient vivantes, étaient réelles, étaient belles, étaient fleuries. Comme second point très important, il y a aussi cette notion de relation au temps, puisqu'on sait très bien que dans tout ce qui est travail intérieur, sur une voie spirituelle par exemple, la notion de temps n'est pas la même que celle que l'on vit dans le monde ordinaire, on va dire entre guillemets. Le temps est plus dans une échelle de durée. Le temps ouvre un espace intérieur où, en fait, il va en profondeur. Il va pas, parce que on peut pas penser à plus tard. On peut pas penser. On vit l'instant de façon extrêmement forte, extrêmement riche, extrêmement profonde, et dans la relation à l'autre aussi, parce que chaque instant est un cadeau. Chaque instant est vraiment d'une richesse infinie. Quand on a une maladie, chaque seconde est un cadeau. Chaque matin, je me réveille et je salue la vie, je salue tout ce qui va venir dans la journée. Et c'est cette journée-là qui compte. Et d'ailleurs, ce qui est frappant quand on lit votre ouvrage, c'est à la fois cette notion de don, qui est très forte chez vous, puisque vous essayez d'offrir à chaque instant quelque chose à vous, à ce que vous rencontrez, à la vie, et aussi la notion de remerciement. Vous remerciez beaucoup. Oui, on peut faire que ça. on peut que remercier. On ne voit que le bien, parce que la maladie prend toute la part du mal, et on a une vision que du bien. Il n'y a plus que le bien. Alors cela dit, vous auriez pu sombrer, comme beaucoup de personnes, et vous faire engloutir, vous laisser engloutir par la maladie. Mais dès le départ, dès que le diagnostic est tombé, en fait, vous avez décidé de ne pas subir la peur. Il y avait une panique évidente, comme tout un chacun, mais la peur pour vous, c'est quelque chose que vous avez refusé d'emblée, car vous saviez que si vous cédiez à cette émotion, vous n'alliez peut-être pas pouvoir remonter. Quand la maladie arrive, on est face
à une des causes de la peur. Donc la peur n'existe plus, elle n'a plus de raison d'être. Et donc quand je me suis retrouvée face à ma fragilité, à ma mortalité qui m'était rappelée, et que je continue à vivre, à respirer, à aimer, à rêver, à être, la peur était sans objet. Mais cela dit, il fallait quand même beaucoup de courage. Et parmi tout ce qui vous a aidé, c'est aussi beaucoup l'amour de votre époux, de votre entourage. Cet amour a été quand même fondamental dans tout ce processus aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on embarque son entourage avec soi, avec la maladie. Mais mon entourage et mon mari ne m'ont jamais considérée comme étant malade. Et lui n'est pas le mari d'une femme malade. Le dialogue que vous avez eu avec votre entourage, la maladie et notamment votre époux, a été un vrai dialogue d'amour. C'est vraiment... et de don. Oui, et mon mari m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, tu ne peux pas avoir de maladie grave à la fois, donc tu es préservé de tout le reste. Et ça m'a donné une force absolument faramineuse. Je me suis rendu compte que la maladie avait une énergie, c'est une énergie en soi. Je sens l'énergie de la maladie. C'est une maladie qui est destructrice, mais c'est une énergie. Et j'ai essayé d'utiliser l'énergie de cette maladie pour combattre la maladie. Je me sens guérie de la maladie. Ouais. J'ai cette maladie, mais mon esprit n'est pas malade. Non, vous avez pris votre indépendance par rapport à tout ça. Et alors quand même, ce qui est frappant aussi quand on lit votre livre, c'est de voir à quel point vous vous sentez relié à la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend, la notion d'interdépendance avec les choses, les êtres, etc., vous le vivez complètement à chaque instant du quotidien. J'ai cette capacité à être seule, je n'ai pas besoin de l'autre, oui. Mais je suis avec l'autre. Voilà, vous êtes complètement relié. Je sens, bon, par exemple, la force de la prière. Je sais que beaucoup de gens ont prié pour moi, et je le sens. Et je pense que la maladie, quand on a un sens en moins, la perception se réajuste. Les autres sens se développent plus. Et je pense que la maladie a développé une sorte de sensibilité, de perception au monde et de se sentir uni au monde que je sens, moi, que je vis. Et juste un mot pour conclure, Ève, sur ce que tout ça peut apporter, votre démarche peut apporter à tous ceux qui souffrent, que ce soit de maladies mentales, physiques ou autres, parce que nous avons tous des souffrances en nous. Si le mot illimité, si le mot possible existe, donc les choses sont possibles et l'illimité existe. Enfin, quand on peut nommer les choses, elles adviennent. D'accord. Merci beaucoup et merci pour cet ouvrage. Alors, quelques livres avant de vous quitter. Le livre de notre invité, Ève Ricard, Parkinson Blues, est publié aux éditions Arléa. Le dernier livre d'Olivier Germain-Thomas, Mosaïque de feu, est publié par les éditions du Rocher. Et on termine par cet album sur la vie des bouddhistes tibétains qui est édité par les éditions Pearson. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve dimanche prochain. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas, soyez heureux et faites-en profiter les autres. À dimanche.